Ok. Bon, je crois qu'on est live, c'est tout bon. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Faites-nous signe si jamais vous avez des problèmes techniques dans le chat, si vous nous entendez bien d'ailleurs et si tout est bon de votre côté. Voilà, bienvenue dans ce webinaire. Bienvenue Franck et Roland et merci pour votre présence. Merci, bonjour Sven, Merci. bonjour tout le monde. Merci, bonjour Sven, bonjour Roland. Hello, hello. Du coup, on va faire une petite introduction. Alors, encore une fois, on essaiera de prendre vos questions dans le chat comme les dernières fois. On va peut-être attendre juste 2-3 minutes pour juste voir que tout le monde entend bien le son et est bien en place aussi. Est-ce que quelqu'un peut juste nous confirmer que c'est tout bon, que vous nous entendez? Ok, alors on a la confirmation technique chez nous. On espère que c'est le cas pour vous. Bon, ça marche. Du coup, petite introduction. Alors, on continue en fait notre série sur les webinars. Donc, cette série en fait autour du projet RH, SIRH et de la digitalisation RH. Donc, on a fait 2 premiers webinars qui étaient plutôt sur l'aide au choix d'un SIRH et la préparation d'un projet SIRH. Et maintenant, du coup, on va passer à bien mener son projet SIRH Paye. Merci. Alors, j'ai vu que le son est bon. Donc, merci d'avoir répondu. Comme introduit avant, je suis en présence de Roland, qui est directeur de l'offre SIRH au sein d'IRH Partner, et Franck, directeur de l'offre Paye au sein de IRH Partner. Donc, on a préparé en fait quelques slides, mais on va surtout accorder beaucoup de temps pour les questions, parce qu'on pense que c'est le plus important. Il y a surtout beaucoup d'éléments qu'on peut couvrir sur cette thématique qui est très vaste et très large. Donc, on a juste focalisé sur 2-3 sujets et après, on prendra vos questions au fur et à mesure du webinaire. Ok. Du coup, on peut démarrer, je pense. Alors, en termes d'agenda, on a juste pour l'introduction qu'on a un peu fait, du coup, et les phases incontournables d'un projet SIRH. Et ensuite, on va se poser la question qui en découlera certainement sur d'autres. En fait, quel est le véritable challenge de cette phase projet? Donc, qu'est-ce que c'est en fait le véritable challenge de mener un projet SIRH/paye? Ok. Alors, si on peut juste aller. Oui. Ah, non. Alors, on va faire un petit focus sur les phases incontournables d'un projet. Donc, Franck et Roland, si vous pouvez nous éclairer un peu plus là-dessus, qu'est-ce que c'est selon vous? Alors, les phases, alors je sais qu'il y en a plein selon les projets, mais quelles sont lesquelles que vous retrouvez dans la plupart du temps dans vos projets et un peu les éléments incontournables, j'ai envie de dire. Oui, merci Sven. Alors, classiquement, sur l'ensemble des projets, on va retrouver 4 grandes phases. 4 grandes phases qui sont la conception, la réalisation, la phase de test et la phase de déploiement. Ces 4 phases sont communes à l'ensemble des projets, qu'ils soient SIRH, qu'ils soient Paye, qu'ils soient GTA ou de construction automobile. C'est les mêmes phases. Après, c'est la déclinaison de ces phases qui va différencier les projets. Sur un projet de paye particulièrement, moi en tout cas, en tant qu'expert, j'apporte une grande importance à la phase de conception. La phase de conception va piloter tout le reste du projet. Vaut mieux passer un peu plus de temps sur ces phases et être serein sur la réalisation et notamment la phase de test, plutôt que de faire cette phase trop rapidement. Donc voilà, la phase de conception, c'est des ateliers menés avec les éditeurs et on donne nos caractéristiques et nos besoins. Réalisation, c'est une phase qui est plutôt réalisée côté éditeur. Voilà, on attend qu'ils nous livrent et après on passe en phase de test. Cette phase de test se prépare pour le client, en tout cas, pendant la phase de réalisation, pour arriver au début de la phase de test, prêt, organisé, avec les équipes mobilisées et avec tous les scénarios bien écrits et bien définis. Une fois que tout ça est validé, on passe sur la phase de déploiement et qui là peut varier en fonction des clients. Certains font des déploiements uniques avec un Big Bang, démarrage complet de tous les modules à une date donnée. Et de plus en plus, on a tendance à voir des déploiements qui se font avec des pilotes. Donc voilà, ça c'est au choix du client et en fonction de l'organisation et de la disponibilité des équipes, qui est importante cette disponibilité. Autour de ça, je vais juste rajouter un petit point de mon point de vue, en tout cas. J'ai 2 sujets qui ressortent.
que moi je traite en tout cas sur les projets Pay, GTA, comme des projets internes qui sont les phases de reprise de données et les phases d'interface, les sujets d'interface qui doivent être traités en parallèle du projet. Ça, c'est un gage de réussite du projet. Et ça évite de reporter ces items en fin de projet et avoir des temps trop réduits pour les faire et les recéter. Okay. Franck, si tu permets, ça veut dire que sur ces phases d'interface et de data migration, tu appliques quasiment les 4 phases du projet aussi? Tout à fait. Tout à fait. Moi, je les gère comme des projets dans le projet. Et ça permet de les suivre de façon efficiente et de s'assurer qu'on arrive notamment au moment de la phase de test avec l'ensemble des reprises faites et l'ensemble des interfaces faites. Sinon, on ne pourra pas faire nos tests de bout en bout correctement. Et quand tu parles de tests de bout en bout, est-ce que tu as tendance plutôt à consolider du coup ton test, par exemple, de ton SIRH avec les interfaces et la migration, ou tu préfères les séquencer non. ou optimiser? Alors, c'est un mix des deux. On teste des fonctions. Quand je teste la paye, je teste des grandes fonctionnalités de paye avec les salariés qu'on a bien choisi et bien sélectionné. Et après, je fais des tests de bout en bout avec les différentes applications et interfaces. Et je ne valide mes tests de paye que quand ces tests sont faits de bout en bout avec le fonctionnement de l'interface. Ce qui se produit classiquement, ce qui se produit quand on ne gère pas ces projets interface ou reprises comme de vrais projets dans leur globalité, c'est qu'on arrive en retard en phase de recette. Les interfaces sont pas prêtes. C'est souvent la problématique qu'on rencontre. Les interfaces sont pas prêtes. Ce qui veut dire qu'on a une deuxième phase de recette à prévoir après coup. Donc, on remobilise les gens sur des sujets qu'ils ont déjà traités, mais qui vont être forcés de revoir. On a de plus en plus aujourd'hui sur des SIRH un corps modèle GA, gestion administrative, qui est déporté sur du Oracle, sur du SuccessFactors notamment. En ce moment, c'est souvent ce qu'on voit. Si l'interface entre ce produit-là et le produit de paye n'était pas fonctionnelle, les créations de salariés ne pourront pas se faire dans l'outil maître. Donc, on va être forcé de les faire en déporté dans l'outil de paye, ce qui fait qu'on n'aura pas testé la globalité des fonctionnalités. Donc voilà, c'est des charges supplémentaires qui sont lourdes, surtout en fin de projet où on n'a plus beaucoup de temps pour faire ça. Ouais, je te rejoins. Si jamais pour mes amis suisses, recettes, c'est pas des recettes de cuisine, c'est équivaut au test. Pardon. C'est des tests, oui, excusez-moi. Voilà. Ah, on a toujours cette dissonance au sein d'IRH, mais c'est pas grave, on s'adapte. Et du coup, Roland, alors, on a ces 4 phases un peu, et quelle est l'importance du coup du pilotage et de la conduite du changement dans tout ce schéma? Alors, ces 2 aspects ne sont pas vraiment des phases de projet, puisque ce sont pour nous deux chantiers, ces 2 dimensions qui doivent être mises en place dès le début du projet et qui se terminent à la fin du projet. J'ai du pilotage tout le long qui me permet la coordination de l'ensemble de mes acteurs, de l'ensemble de mes chantiers, de l'ensemble de mes parties prenantes. Et la conduite du changement, c'est la même chose. Je dois la lancer et la prendre en compte dès le début du projet en donnant du sens, en expliquant, en embarquant toutes mes parties prenantes. Puis ensuite, j'utilise tous les leviers classiques de la conduite du changement, la formation, la communication, la création d'événements, les relations, etc. En fonction de mes phases, en fonction de la situation. Et je termine bien sûr par une assistance au démarrage à Hypercare ou tout autre dispositif dont j'ai besoin et dont j'aurais défini l'utilisation et le moment d'intervention dans ma stratégie de conduite du changement. Voilà. Alors, je ne vais pas plus développer la conduite du changement parce que ça pourrait faire l'objet d'un ou de plusieurs webinaire. Là, ce qui nous semble important, c'est que ces 2 streams-là sont bien tout au long du projet. Ils sont bien étroitement liés puisque la conduite du changement pour nous est aussi une dimension managériale et elle transparaît et je l'utilise aussi dans tous mes comités de direction, de pilotage, mes comités contractuels y compris sur ce projet. Sur ces phases de projet, Franck a bien décrit ces 4 phases essentielles. C'est vrai qu'on nous rétorque souvent que c'est un peu simple et que maintenant les outils modernes et les méthodes agiles ne prennent plus ces 4 phases-là classiques. Oui, c'est vrai, on ne les appelle pas comme ça.
c'est une réalité. Si vous mettez une méthode Scrum, vous n'avez plus ces phases de conception, on s'inscrit complètement à l'opposé d'une méthode agile. Mais pour autant, si vous regardez à l'intérieur de Stream, vous aurez les mêmes choses. Vous allez devoir faire des ateliers pour exprimer votre besoin. Alors, je le maquette tout de suite, je le réalise tout de suite, mais j'ai le même principe. Vous allez avoir de la réalisation, vous allez avoir des tests obligatoirement, et ensuite, vous allez bien déployer votre outil. Donc là, on est vraiment sur des phases de principe que je peux décliner et que je retrouve systématiquement, encore une fois, dans n'importe quelle méthode, que ce soit des méthodes classiques, Prince2 ou d'autres, ou des méthodes qui sont, que vous avez peut-être vous-même élaborées au sein de vos entreprises. On rencontre souvent des clients qui ont leur propre méthodologie et que l'on décline. Ça ne nous pose aucun problème, sachant qu'on a toujours les mêmes principes à mettre en œuvre, avec toujours un projet qui est découpé par phase, avec des éléments déclencheurs, des livrables qui terminent cette phase, une couche de pilotage, une couche du conduite du changement. Voilà, donc une fois que vous avez compris ces principes, il est important d'en avoir, de les respecter. Ce sont des fils conducteurs de votre projet, ce sont des garanties de succès de votre projet. Il ne faut pas les transformer en carcans qui vont vous coincer dans une méthode. Et il ne faut pas oublier que la finalité, c'est bien le projet et rendre un service à l'utilisateur et pas l'application d'une méthode. Ok. Et du coup, à vous entendre, est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, aussi simple que ce que ça apparaît à l'écran. Parce que là, à vous entendre, on déroule les phases, on a tout bien préparé et tout va bien. Eh ben non, bien évidemment. Là, on pourrait comparer ça à une recette de cuisine. J'ai beau te donner la recette de cuisine de Cyril Lignac, tu ne feras pas le même plat que lui. Donc aujourd'hui, on est dans la même chose. J'ai beau te donner ces 4 étapes, tu as beau acheter le guide magique des 10 étapes et les secrets des succès d'un projet, c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, moi, je dirais que le rôle essentiel d'un directeur de projet pour la réussite de ce projet, c'est qu'il doit avoir en permanence le souci de trouver l'équilibre entre comment je respecte mes coûts, comment je respecte mes objectifs et comment je respecte mes délais. Et tout ça avec ma gestion des risques. Et là-dedans, il n'y a pas de recette si ce n'est l'expérience. Donc aujourd'hui, un moyen mémotechnique, c'est souvent on dit, si vous voulez réussir un projet, il faut tenir la corde. C'est-à-dire, c'est tenir vos coûts, vos objectifs, vos risques et vos délais. Voilà. Comment ça se fait d'expliquer aujourd'hui? J'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien être en capacité d'expliquer aussi simplement que ça. Moi, la clé de la réussite, c'est l'expérience, c'est l'écoute, c'est la pratique. Hein. Et puis, c'est avoir une capacité décisionnelle forte qui vous permet justement de savoir à un moment donné, est-ce que j'augmente mon budget pour rester dans mes objectifs? Est-ce que je réduis mes objectifs? Est-ce que j'allonge mes délais? Est-ce que j'accepte un risque ou est-ce que je ne l'accepte pas? Et chaque fois que j'ai une décision sur une de ces 4 dimensions, les 3 autres sont impactés, d'où ce souci de respecter l'objectif. Du coup, Franck, tu voulais aussi te prononcer là-dessus? Non, mais je voulais dire ce que Roland vient de dire, donc il est parfait, Roland. Vous êtes aligné, c'est bien. Mais par contre, j'ai une question pour toi aussi après, Franck. Vas-y, pose ta question, parce que je pense que c'est... On a parlé à un moment des méthodes, Roland, tu l'as évoqué, les méthodes agiles, Scrum, etc. Est-ce que c'est applicable? Alors, j'ai compris que d'un projet SIRH, et on l'a déjà vu, on l'a vu tous les 3, donc ça paraît possible. Mais est-ce que d'un point de vue projet paye, c'est quelque chose qui est faisable, Franck? Est-ce que tu l'as déjà vu, rencontré? Alors, je l'ai déjà rencontré. C'est quelque chose que moi, je préconise pas sur des projets paye. Les méthodes agiles, Scrum, c'est compliqué parce qu'on est sur des méthodes où, Roland l'a dit, on fait de la conception, on réalise aussitôt et on fait le test et l'éditeur, en fonction du test, il corrige et il remaquette. Quand on fait des projets paye, on peut pas. Alors, on peut tester unitairement une rubrique de paye, mais en général, on teste une fonctionnalité. Et une fonctionnalité, il faut que l'ensemble du plan de paye soit paramétré pour que ça fonctionne correctement. Parce que les rubriques de paye, voilà, c'est la complexité de la paye française. Et pour nos amis suisses, c'est la même chose, puisque je connais la paye suisse aussi. Les rubriques sont imbriquées les unes avec les autres, donc tester en méthode agile, c'est compliqué, en tout cas. On peut le faire sur de petites briques, voilà, un ensemble de primes qui sont pas interdépendantes les unes des autres. Mais dès qu'on touche des rubriques où il y a des cotisations, où il y a des choses en pied de page de bulletin, ça devient complexe. Ça devient complexe et c'est en général plus une perte de temps qu'autre chose, puisqu'on reteste plusieurs fois la même chose. Ok. Et toi, Roland, t'en penses quoi un peu de ces méthodes-là? Je partage l'avis de Franck, c'est difficile de décomposer un SIRH parce que
toutes les parties sont très imbriquées, elles ont des impacts les uns sur les autres, et la mise en service par module ou par sprint est compliqué, surtout sur la paye. Je ne peux pas mettre en service une paye en mettant d'abord que mon salaire de base, puis certaines primes, puis d'autres cotisations, etc. Donc la mise en service pourrait se faire sur des sites de test à la limite par partie, mais la vérification serait complexe et nécessiterait chaque fois une vérification intégrée ou une recette intégrée ou des tests intégrés, et ce qui est très lourd. Donc aujourd'hui, c'est vrai que sur ces gros projets, imaginer du Scrum, c'est pas évident, c'est pas impossible. On peut le faire si j'ai déjà un SIRH et que je rajoute une fonctionnalité ou un module. Là, ça peut s'envisager. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il faille s'arc-bouter sur la méthode agile, pas agile. C'est quelle est la culture de votre entreprise, quelles sont vos habitudes, quelles sont vos compétences en la matière, et à partir du moment où vous en avez une, ça vous permettra d'être guidé, de ne pas vous perdre, de décomposer encore une fois votre projet en phase et puis de réussir votre projet. Ouais. Et du coup, ça nous amène à, en fait, la question, je dirais, primordiale, mais que tu as un peu abordée dans une de tes réponses, c'est de dire, mais en fait, c'est quoi le véritable challenge de ce projet? À quoi je dois faire attention durant cette phase de mener son projet SIRH? L'organisation. L'organisation et la préparation de son projet. Enfin, ça, c'est mon avis, je laisserai Roland répondre après. La préparation du projet, c'est l'une des réussites du projet. Il faut bien le penser, bien l'organiser avant de se lancer dans son projet. C'est l'une des raisons. Enfin, voilà. Je partage ce que dit Franck. Je rajouterai que je l'ai déjà un petit peu dit, c'est que le véritable challenge aussi, c'est vraiment le pilotage de ce projet. Et c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas quelque chose qui s'expérimente. On ne devient pas chef de projet, directeur de projet du jour au lendemain, c'est quelque chose qui s'apprend. Et l'expérience et l'enrichissement que vous avez chaque fois que vous menez un projet est très importante. Encore une fois, réaliser un projet, c'est pas suivre une feuille de route, c'est pas suivre des étapes et j'ai plus qu'à appliquer. C'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi simple que ça, tous les projets seraient réussis. Il n'y aurait pas d'écart, il n'y aurait pas de retard, il n'y aurait pas de consultants, il n'y aurait pas nos métiers et il n'y aurait pas autant d'échecs. Voilà. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont des professionnels de la conduite de projet, c'est bien parce que ces phases-là doivent être suivies, mais que la prise en compte du facteur humain, les éléments de contexte, les enjeux politiques, les enjeux techniques, trouver l'équilibre entre la politique et la technique, ce n'est jamais simple. Et ça, vous avez besoin de gens expérimentés. Il y en a beaucoup dans les sociétés, au sein des sociétés. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement une équipe externe. Je dis qu'il faut des gens expérimentés pour mener ça. Et souvent, lorsqu'on nomme un directeur de projet pour un SIRH, parce qu'il connaît bien le métier, mais s'il ne connaît pas le projet, c'est très, très compliqué. Voilà. Donc, la connaissance du métier est absolue. La connaissance de la conduite de projet est une nécessité absolue pour la réussite d'un projet. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on a parlé d'intégrateur, on a parlé d'accompagnement, un peu de consultant. En Suisse, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de fois l'intégrateur qui occupe aussi ce travail d'accompagnement et vraiment d'expert projet. Est-ce que selon vous, ça suffit si par exemple on démarre un projet d'avoir uniquement, on va dire, l'intégrateur comme expert métier pour nous accompagner tout au long? Franck? Ouais, je vais prendre la main. Ça peut suffire. Ça peut suffire. Après, moi, je suis je prends un peu de recul vis-à-vis de ça. J'ai toujours du mal quand on est jugé parti. Un projet, c'est un projet d'entreprise avant tout. C'est pas un projet juste pour une personne. On le construit avec l'entreprise, on le construit avec le métier. L'intégrateur a sa vision d'intégrateur. Et pour moi, il manque une vision externe et un lien entre la partie produit et technique et la partie métier. Quand l'intégrateur fait les deux, il a cette double casquette et pour moi, le jugement est faussé. Après, je dis pas que ça marche pas, hein, ça peut très bien marcher. Mais voilà, j'ai toujours un doute sur le sujet.
Tu mets un point d'attention. Mm. Et toi, Roland, t'en penses quoi? Étonnamment, je suis assez d'accord avec Franck. Je pense en effet qu'on a toujours les deux grandes parties, hein, la maîtrise d'ouvrage qui exprime le besoin, la maîtrise d'œuvre qui réalise le besoin. Hein. Entre les deux, ben, la communication, elle existe et il est possible de réussir des projets avec ça. Pour autant, si on rajoute un élément qui est un facilitateur, qui connaît le métier, qui connaît l'intégrateur, qui comprend les deux langages et qui est en capacité d'améliorer la communication, la relation entre les deux, c'est toujours une forte valeur ajoutée. En plus, je vais répondre un petit peu à la question de Fanny. C'est vrai qu'un acteur externe arrivera aussi avec une expérience extérieure, pourra vous apporter un plus et confronter la réalité de votre société, de votre façon de faire, de vos processus à des façons de faire et vous tirer vers le meilleur. C'est aussi une façon de vous donner plus de temps. Fanny nous dit, ben souvent les services RHP ont du mal à se dégager du temps. C'est vrai, et c'était la problématique qu'on avait vue lors du webinaire précédent, où c'était comment j'arrive à trouver un équilibre, encore une fois, entre la nécessité de conserver mon service opérationnel avec la même qualité que j'ai aujourd'hui, plus la préparation de l'avenir, c'est-à-dire la charge donnée par le projet. En prenant des personnes externes, vous pouvez laisser les acteurs métiers sur le côté opérationnel et les faire intervenir que dans les phases où ils ont la plus forte valeur ajoutée en tant qu'experts, en tant que des phases de validation. Pardon. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que avoir une personne complémentaire à ces deux grands acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, oui, c'est un plus indéniable pour la réussite d'un projet. C'est l'une des réussites du projet aussi, on le disait tout à l'heure dans l'organisation et la préparation, c'est en tout cas pour les projets paye, mais SIRH aussi dans leur globalité, les projets paye, ce qu'on a souvent, c'est que les acteurs paye sont pas dégagés pour le projet, n'ont pas de temps officiel pour le projet. On leur dit, tu feras partie du projet, tu réaliseras le projet, mais c'est en complément de ta mission de paye et de responsable d'équipe qui gère 25 personnes. C'est l'une des problématiques qu'on rencontre. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Hein. Soit il y a un vrai temps dégagé, et le cabinet est accompagné par un expert de la gestion de projet et du métier qui va les accompagner sur le projet. Il y a une autre solution qu'on voit de plus en plus apparaître et qui est pas mal, je trouve, en tout cas moi, c'est un vrai temps dégagé par la responsable de paye qui connaît l'entreprise pour le projet, 50%, 20%, enfin ça c'est à voir, et un renfort d'une expertise paye sur le quotidien, pour que ce temps de projet soit du vrai temps de projet. Donc, c'est une solution qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui, ça. Et moi, je vais un peu compléter ce que vous avez dit par rapport à l'aide externe. Ce qu'on remarque aussi dans nos projets, je pense que vous l'avez aussi vécu, c'est que de temps en temps, alors dans le meilleur des cas, on a un intégrateur qui a une vision métier et une vision technique, mais c'est pas toujours le cas et des fois, il a un peu une posture qui est essentiellement technique et du coup, on a un peu un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'on a notre client et on a l'intégrateur et en fait, le client va attendre des recommandations métiers et l'intégrateur va lui demander qu'est-ce que tu veux configurer dans le système. Et c'est là peut-être où des fois, il y a un peu un trou dans la raquette. Et là, ça peut être bien d'avoir une aide externe qui connaît la partie technique et métier, justement pour un peu contrebalancer et mettre de l'huile dans le moteur, si je peux dire ça comme ça. Ok. Alors, on avait pris les questions de Fanny. On prendra vos questions au fur et à mesure, hein, donc n'hésitez pas à les poser. On arrivait au bout de nos slides. On avait exprès prévu peu de questions, peu de thèmes à aborder. Comme ça, il y avait du temps pour les questions. Je crois que il est illusoire d'imaginer, on en était parfaitement conscient qu'en webinaire d'une demi-heure, on puisse répondre, évoquer tous les aspects de cette phase de réalisation du projet. On en est bien conscient aujourd'hui. On voulait juste lancer la discussion avec vous, vous donner des grands aspects, vous donner quelques convictions que l'on porte et que l'on met en œuvre dans nos projets. On attend maintenant beaucoup de vos retours, de vos questions. Et si vous le souhaitez, on pourra organiser d'autres détails. Donc, on est
On n'est pas des utopistes qui avons imaginé une demi-heure répondre à toutes vos questions, bien évidemment, mais n'hésitez pas à nous discuter. Ouais, c'est juste qu'on continuera du coup notre série après ce webinaire-là. Donc, comme Roland l'a bien dit, s'il y a beaucoup de questions, n'hésitez pas à les poser, à nous les envoyer par mail, par LinkedIn, etc. Peu importe. On peut refaire une autre session spécialement dédiée à ces questions-là. Ou bien on continuera aussi sinon le déroulement de notre webinaire après sur comment pérenniser en fait tout ce qu'on a mis en place par rapport à un projet. Du coup, moi, j'avais encore quelques questions. Bon, j'ai plein de questions pour vous, forcément, mais... Lâche-toi, Sven. On va essayer d'avoir des réponses. Mais j'en ai une un peu compliquée. Quelle est, selon vous, enfin, vu que vous avez bossé un peu sur deux types de projets, la grosse différence entre le projet paye et le projet SIRH? Est-ce qu'il y a une différence majeure d'un point de vue de son déroulement ou d'un point d'intention en particulier, enfin, d'après vos retours d'expérience? Ou vous dites c'est plus ou moins la même chose. Enfin, bien sûr, les éléments ne sont pas les mêmes, la méthodologie est peut-être pas similaire, mais... Voici, je dirais que la méthodologie est plutôt relativement similaire, justement. On le disait tout à l'heure avec Roland. Les grandes différences, ça va être sur des projets paye, on est plutôt en local pays. Pour moi, c'est ça, c'est les grandes différences. Donc, ça va jouer sur le déploiement et l'accompagnement qui peut être plus à l'international sur du SIRH que sur de la paye. Les fonctionnalités paye, à part quelques grands éditeurs qui font de la paye à l'international, mais il y en a très peu sur le marché, ça reste quand même de la gestion par pays. Quand je vous disais qu'un des défis du directeur de projet, c'était d'arriver à tenir la corde et à trouver cet équilibre, encore une fois, entre les coûts, les objectifs et les délais. Il y a un de ces axes qui disparaît dans la paye, pour moi, c'est les objectifs. Autant sur un SIRH, je peux dire que finalement, puisque j'ai pris plus de temps pour des raisons X ou Y, je ne vais pas mettre le recrutement en ligne ou le onboarding, où je peux décaler la mise en service du LMS. Autant sur la paye, c'est tout ou rien. Je ne peux pas mettre la moitié d'un SI-Paye en service. Je ne peux pas mettre que la moitié des règles de gestion. Je ne peux pas mettre que la moitié des cotisations. Donc, une fois que je suis parti dans mon SI-Paye, il faut que j'ai un tout qui est global, qui est complet et que je dois mener à bout. Donc, il faut que je joue sur les autres leviers, soit le délai, soit le budget. Mais je ne réduis pas en termes de fonctionnalité métier, mon périmètre d'une paye. Une paye, elle est complète. Personne n'accepterait d'avoir une paye approximative, quoi. Voilà. C'est mieux pas, non? Alors que sur un SIRH, j'arriverai, si j'ai des choix stratégiques de l'entreprise, à décaler la mise en service du recrutement une année plus tard ou à alléger certaines fonctionnalités. Voilà. Bah, c'est bien, je peux enchaîner avec une question qu'il y a eu dans le chat qui rejoint un peu ça. Avez-vous vécu des limites budgétaires en milieu de projet? Avez-vous réussi à les gérer positivement, égale convaincre le client de l'utilité de continuer? Oui, est-ce que j'ai vécu des limites budgétaires? Oui. Oui. C'est même assez fréquent. Au plus le projet est gros, au plus il prend une dimension politique et souvent le budget est dimensionné assez bas justement pour qu'il passe ces premiers éléments et qu'il puisse être lancé. Donc ensuite, on est confronté vite à la réalité. Les coûts sont plus élevés que ce qu'avait prévu le budget. Et donc, on arrive forcément à des choix, à renoncer à certains sujets, à certains domaines, voire au calendrier. Le calendrier, c'est toujours délicat de le décaler et on le décale par la force des forces. C'est rarement un choix stratégique, c'est plutôt quelque chose qui nous est imposé. Donc, comment on arrive à convaincre le client de l'utilité? On arrive à un certain point où on a tellement fait d'efforts, on a tellement engagé d'argent que ça serait une perte totale. Arrêter un projet et le rendre une année après, c'est utopique, ça n'existe pas. Tous les projets que j'ai vus faire ça, et j'en ai vu, ce sont des échecs fracassants. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Voilà. Donc, on arrive à le convaincre. Par contre, j'ai vu des projets s'arrêter dès la conception, y compris de très gros projets, puisque la conception prenait un tel retard. On voyait qu'on n'avait pas la capacité à prendre des décisions, à harmoniser les process, à respecter les délais, que les projets s'arrêtaient.
Voilà, c'est regrettable, mais oui, ça, je l'ai vécu, donc je ne peux pas vous garantir qu'on arrive systématiquement à trouver et à convaincre l'utilité du. Après, ça dépendra aussi beaucoup du poids stratégique qu'a votre SIRH, votre SIPay dans la stratégie de l'entreprise. Si aujourd'hui c'est un projet purement RH, ça sera très compliqué. Si c'est un projet qui est porté par l'entreprise, pour l'entreprise, avec un impact sur tous les managers et y compris un impact sur votre levier de production, quel que soit le cœur de métier de votre entreprise, là, ça commence à être plus difficile de l'arrêter. Du coup, si je reprends un peu ce que tu as dit, de ton expérience, en fait, toi, quand le projet était bien engagé, tu proposerais plutôt d'essayer d'être par tous les moyens de le convaincre, vu qu'on a déjà investi une bonne somme d'argent, tandis que c'est moins choquant si à la conception, en fait, ça s'arrête. Je pense, oui, parce que j'ai vécu personnellement un projet qu'on a arrêté en disant on le reprend dans un an. Au bout d'un an, les priorités ont changé, les hommes ont changé, on veut changer aussi ou l'intégrateur ou le cabinet conseil ou le directeur de projet qui, lui, pendant un an, il n'a pas attendu, il est parti sur d'autres missions. Et forcément, quand vous prenez quelque chose, vous remettez en cause toutes les décisions qui ont été faites avant. La réglementation évolue vite aussi, les besoins des utilisateurs aussi, notre société aussi. Donc, imaginez que tout ce que j'ai fait pendant 2 ans et que j'ai arrêté par un an, je vais le reprendre aujourd'hui, c'est de l'utopie. Je suis d'accord. C'est vrai que nous, j'ai aussi un peu vécu pareil sur certains projets, c'est-à-dire que même certains, en fait, où c'était déjà, par exemple, des projets qui étaient déjà en cours, qui avaient déjà une partie qui était déployée et qui se sont arrêtés pendant un moment, en fait, le fait de reprendre, comme tu dis, toutes les équipes changent, peut-être la direction change, donc on n'a pas la même vision métier, ça revient plus ou moins à recommencer quand même pas de zéro, mais quasiment, même pour des choses déjà en place. Oui, parce que même les conceptions, en général, dans ce cas-là, elles sont à reprendre parce que 9 fois sur 10, le projet ne redémarre pas avec le même éditeur ou pas le même intégrateur et ils n'ont pas la même façon de travailler, la même façon d'aborder les choses. Donc, il faut refaire les ateliers qui auraient pu être commencés. Juste pour compléter, moi, sur des projets paye, j'ai eu les 2 cas aussi, des projets qui sont arrêtés, des projets qui ont été reportés. Reportés, en général, ça fonctionne. Arrêté, ça redémarre tout le temps, enfin quasiment tout le temps avec un autre éditeur sur les projets paye. C'est qu'on a un problème avec l'éditeur, avec la solution in fine. Le choix a été pas le bon choix. Mais jamais et Roland le disait tout à l'heure, jamais sur les projets paye, on ne livre qu'une partie. C'est tout ou rien en paye. Comme en gestion des temps, c'est tout ou rien. Soit ça marche, soit ça marche pas. Donc, c'est forcément un projet global. Ok, alors il y avait d'autres questions. Je pense que Fanny, alors l'éditeur peut-il proposer ce genre de service? Je pense que c'était lié en fait à la question d'avant pour la personne en fait, qui était extérieure et objective, ou c'était pour dégager simplement du temps en service paye et RH. Je pense que ça doit être ça. Alors, vas-y, je t'écoute. Si ça concerne le service paye et RH, ce que j'ai dit tout à l'heure, certains éditeurs proposent un service d'accompagnement de l'opérationnel, pas du projet, mais de l'opérationnel. Après, il y a des cabinets qui le proposent aussi. C'est pas interdit et les éditeurs ont forcément une connaissance paye et ont forcément une capacité à faire ça. Ensuite, en fonction de la politique ou du positionnement plus exactement de votre éditeur, il y a des sociétés qui se disent nous on est purement éditeur, on n'est pas là pour accompagner le métier, on doit recevoir et les charges qu'ils ont prévues et leur fonctionnement et l'organisation qu'ils ont mis en place est faite pour répondre à ça. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement métier pour compléter votre accompagnement métier. Si vous vous mettez dès le début en accord avec l'éditeur qui vous propose ce service, oui, il y en a qui arrivent à le faire, bien évidemment. Si ce n'est pas prévu et que vous attendez ce service-là en complément, non, parce que naturellement, ce n'est pas leur métier. Voilà. Et ça sera compliqué pour eux que de se positionner là. Il nous arrive souvent d'intervenir dans des projets à la demande de l'éditeur. Puisque l'éditeur, il a signé un contrat avec la société pour répondre ou il attend de la part de la société des services RH ou paye une réglementation, des process, une validation rapide. Les services ne sont pas en mesure de le faire. Lui, il a calculé sa charge et son organisation
juste pour recevoir ça et délivrer. Et donc, il est en difficulté et le projet se retrouve en difficulté. Donc là, on rentre dans des discussions et dans des frottements entre le client et l'éditeur. Et souvent, l'éditeur nous appelle justement pour venir faire ce lien et pour aider le client à fournir les éléments que l'éditeur attend légitimement pour pouvoir faire son boulot. Donc, oui, c'est possible. Tout le monde n'a pas ce positionnement et encore une fois, ce n'est pas forcément leur métier. C'est vrai que si je peux compléter un peu au sujet de l'éditeur, généralement, en fait, les éditeurs, ça les arrange bien aussi parce que ça veut dire que les éléments qu'ils obtiennent, souvent, ils seront d'une qualité auquel ils s'attendent. C'est-à-dire que et c'est pas en fait contre le client ni quoi que ce soit. C'est peut-être que le client, il est comme disait Roland, il parlait d'expérience avant et d'expertise sur le sujet. Peut-être que c'est pas simplement une expertise qu'ils ont en interne et que c'est compliqué de formaliser certaines choses, de faire appel par exemple à quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dessus, qui peut fournir les éléments justement à l'éditeur. C'est aussi un gain de temps dans le sens où il pourra formaliser, si on pense à la migration de données, tous les éléments pour avoir les bons fichiers au bon format, transcrire un peu des règles métiers pour l'éditeur et l'intégrateur. Donc, je pense que ça peut aussi être un levier par rapport à tout ça. Alors, dans les commentaires, on a aussi un commentaire de Naïma qui répondait à Fanny au sujet de l'importance d'avoir un responsable SIRH dans une société. Donc, ça, on rejoint. Nous, on trouve, c'est vrai que c'est des métiers qu'il n'y avait pas trop avant, mais qu'on retrouve de plus en plus et qui sont de plus en plus importants dans les sociétés. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot à propos de ça, Roland et Franck. De toute façon, pour réussir un projet SIRH ou SIPay, c'est vraiment la réconciliation du monde des systèmes d'information et du monde métier, que ce soit paye ou RH. C'est vraiment la fusion et le rapprochement de ces deux acteurs. Donc, il y a des gens qui sont RH, qui ont une appétence pour la technique et qui sauront aller vers la partie SI, comprendre et investir. Il y a des gens qui sont techniques et qui aiment certains métiers qui développent. D'ailleurs, on trouve souvent dans des DSI ce qu'on appelle des RC, mais des responsables de systèmes d'information métier et qui sont dédiés uniquement à un métier. Et donc, on arrive à faire ce lien-là. Si vous ne l'avez pas, en effet, on constate régulièrement qu'entre le monde SI et le monde métier, c'est compliqué de se parler. D'où ce monde entre les deux qui fait courroie de transmission, qui fait du lien, qui peut être porté en interne par quelqu'un qui peut très très bien le faire, ou par un acteur externe. C'est très important, je partage tout à fait ce que disait Naïma. Et juste pour compléter, on constate depuis déjà quelques années, en tout cas, que les projets SIRH, au départ portés par les DSI, sont de plus en plus portés par les métiers. Et c'est des projets qui sont aujourd'hui considérés comme des projets métiers et plus des projets informatiques. Et il y a une vraie différence à ce sujet-là. Et du coup, la relation entre les services DSI et les services RH est d'autant plus forte et plus importante parce que il faut que les gens se comprennent et se parlent. Ouais. Du coup, on va prendre 2 dernières questions. On a déjà un peu dépassé le temps, mais on va aborder ces dernières. Alors, avec l'avènement des solutions Core RH maîtres, ainsi que les solutions paye qui passent en esclave chez plusieurs clients, voyez-vous une complication, une simplification des futurs projets de refonte de la paye? Simplification, non, pas forcément, et une complexification non plus. Ça reste un projet SIRH, on aura une interface complémentaire à faire. Le vrai changement va plutôt être sur le côté SIRH et sur les processus d'onboarding et de recrutement, puisque les embauches seront faites dans le Core HR et plus dans l'outil de paye. Donc, et c'est cette articulation et ce processus métier qu'il va falloir bien définir, savoir qui fait quoi, où c'est fait, et comment les gestionnaires RH viennent compléter le dossier dans la partie paye, parce qu'on n'a jamais tous les éléments provenant d'un Core HR pour générer une paye. Donc, c'est cette répartition des rôles et des fonctions et des responsabilités de chacun qui est à bien définir dans le projet. Mais en termes de projet pur, ça ne change pas grand-chose. Ce qui est certain, c'est que si on n'a pas désigné un maître et un esclave, là, c'est la panique. Oui, forcément. Voilà. Forcément, et pourtant on le voit. Hein. Et pourtant, on voit, il y a des entreprises où c'est pas clairement marqué et où on a un petit peu un mix des deux sur certaines données, pas sur d'autres. Et là, c'est l'idéal pour avoir de la confusion et donc un écart entre le SIPay et le SIRH.
D'ailleurs, amusez-vous dans n'importe quelle société à aller et puis à demander quel est le nombre de salariés que vous gérez. Et le chiffre que vous donnera le SIRH et le chiffre que vous donnera le SIPay, eh ben, c'est pas toujours le même. Donc, il y a des raisons qui peuvent s'expliquer ou pas. Et ça fait des sacrées surprises, y compris sur des sociétés qui sont assez petites. Donc, trancher ce choix et dire quel est le maître, en particulier, comme disait Franck, hein, pour l'insertion de nouveaux administrés, collaborateurs, comme vous voulez, dans votre système, c'est très important. Après, est-ce que ça simplifie ou complexifie? Je ne saurais pas le dire. Ce qui est important, c'est de trancher et de respecter ce qui a été décidé. Culturellement, selon les entreprises, on trouve les deux. Les deux fonctionnent et puis les deux sont capables de se planter aussi. Ouais, je rajouterais par rapport à ça, on a parlé aussi d'interface pendant le projet. C'est super important justement aussi pour la partie interfaçage entre les deux systèmes. Si vous ne savez pas ce que vous envoyez à travers les interfaces, quelle interface vous avez besoin et pourquoi vous en avez besoin, en gros, comme disait Roland, avec l'écart des deux systèmes, il va y avoir un peu des problèmes. Et on le voit des fois dans les projets. Franck le disait bien que c'est un projet dans le projet, parce que dans la plupart du temps, des fois on se fait aborder, on dit « Ah, mais on veut mettre un projet SIRH, on veut mettre un SIRH en place ». En fait, au moment où on aborde des sujets, on réalise que peut-être que des personnes n'avaient pas forcément pensé à l'interfaçage entre les systèmes, par exemple, de paye et le SIRH. Et pourtant, c'est un sujet qui est très important. Alors, je ne vais pas te m'éterniser, comme ça, on peut prendre la dernière question. Que pensez-vous du choix de la société de porter le projet avec un responsable SIRH sans accompagnement d'un cabinet externe? Bon, Roland a répondu à ça tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci que ce soit le responsable SIRH qui porte le projet. Ce qui est important dans ce choix, c'est que le responsable SIRH connaisse la gestion de projet. C'est au-delà de la partie métier qu'il va maîtriser en tant que responsable SIRH, la gestion de projet est un point essentiel. Donc, sa connaissance projet et son expérience de gestion de projet va être le fil moteur aussi de son projet. Donc, s'il maîtrise, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je vois pas d'objection à ça et de point bloquant. Encore une fois, je partage. Hein, ça marche très très bien s'il a l'expérience et si cette expérience lui permet d'anticiper les risques et les phases suivantes. Ça se passe très très bien. Le deuxième point, c'est est-ce que la société a toutes les ressources nécessaires? Et encore une fois, est-ce qu'elle a trouvé l'équilibre entre je conserve mes fonctions actuelles et j'arrive à préparer l'avenir? Vous avez les ressources internes, vous avez mis l'organisation pour vous renforcer et répondre à ces deux challenges et vous avez la compétence, n'hésitez pas, allez-y. Hein. En revanche, si vous êtes en déficit sur un des deux sujets, il est illusoire d'imaginer qu'avec le projet, on y arrivera toujours. Non, là on est dans la garantie d'un dérapage calendaire, donc budgétaire, donc de qualité, donc d'adhésion au projet, etc., etc. Et là, on rentre dans une spirale infernale. Ouais, je dirais que ça rejoint ce que vous disiez tout au début sur le point de l'organisation, c'est-à-dire oui, pour ne pas se faire accompagner de manière externe. Par contre, ça veut dire qu'il faut avoir l'organisation derrière, il faut bien avoir identifié et bien avoir les charges en fait pour faire tout ça. C'est ça, c'est ça, et de la vraie disponibilité. Exactement, ouais. Parce qu'après, en soi, je rajouterais peut-être une partie qui n'est pas totalement au vu de notre métier, vu nous on accompagne généralement, mais c'est vrai qu'au final, les clients, c'est quand même eux qui vont finir avec la solution et c'est quand même eux qui seront les experts. Nous, au final, on va accompagner les clients là-dessus, mais on disparaîtra au bout d'un moment. Et donc, c'est quand même important qu'il y ait des personnes qui participent à ce projet afin de justement avoir la compétence et justement toute l'expertise autour de l'outil. Donc, de toute manière, c'est bien d'avoir des gens qui puissent travailler sur le sujet et pas d'externaliser complètement, je pense. Donc, voilà. Ok, bon, on arrive gentiment au terme, je pense qu'on a bien dépassé. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci Franck et Roland pour votre participation et vos inputs. De rien, merci d'avoir organisé. Pas de souci. Et du coup, pour le prochain, on regardera, on fera, je pense, un sondage sur LinkedIn pour voir si ça vous intéresserait d'en faire un autre avec différentes questions. Et on verra aussi pour la prochaine, quand c'est qu'on l'organise. Normalement, on avait une série qui était au mois le mois. Le mois prochain, ça sera fin juillet et après, on est au mois d'août. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de gens. Donc, on regardera et on vous tiendra au courant, en tout cas, sur nos réseaux sociaux. Ok. Merci Zen, merci à tous les gens qui ont posé des questions et qui ont pris le temps de nous écouter. Super. Merci à tous. Merci, bonne journée.